canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage que tout le monde connaît, tout le monde, même ses détracteurs, surtout ses détracteurs. Ça s'appelle, c'est Indiana Jones. Et avec moi, il y a Cléa Cohen et Antoine Coursat. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup de nous avoir invités à participer. C'est tout à fait normal. Alors pourquoi Indiana Jones? Parce que vous avez réalisé un film qui a été diffusé sur Arte, qui est disponible sur Arte TV jusqu'au 13 juillet si je me trompe pas, et qui est aussi disponible sur la chaîne Arte de YouTube, donc disponible j'ai envie de dire tout le temps, définitivement. Donc, et j'avais très envie de revenir sur cette icône de la culture pop et discuter un peu de ça avec vous. Et avant qu'on commence à parler du film, de la manière comment vous avez traité, parce que c'est pas la première fois que vous faites un film ensemble, vous êtes tous les deux réalisateurs de documentaires et aussi critiques de cinéma. Je parle pour Cléa, je me souviens de quelques articles lus dans les cahiers du cinéma il y a quelques années de cela. Et la première question qui est très simple, très basique, c'est que est-ce que vous avez découvert ce personnage dans les années 80, c'est-à-dire pendant la période de votre enfance, ou c'est beaucoup plus tard, et est-ce que vous avez été d'emblée sensibilisé, vous l'avez d'emblée apprécié? Vous voulez savoir si on est vieux ou si on est jeune, en fait? Oui, on a une demi-heure, donc faites vite, s'il vous plaît. Alors, moi, je l'ai découvert à l'époque, à sa sortie, je l'ai vu en salle, j'étais petite, mais enfin, ça a été un choc, un amusement terrible. Enfin, je m'en rappelle très bien. J'adorais Indiana Jones et je pense que j'ai vu les trois à leur sortie en salle pendant la décennie 80. Et Antoine est plus jeune. Je suis un petit peu plus jeune, mais pas beaucoup. Donc moi, c'est un peu la même histoire. Le souvenir que j'ai aussi, c'est l'identification. Quand j'étais enfant, quand on jouait un peu aux aventuriers avec les copains, la figure d'Indiana Jones était tout le temps présente. Et puis j'ai un autre souvenir assez rigolo, c'est que je me souviens une fois, j'avais été avec mon grand-père, mais des années après la sortie, le film était en salle là où il vivait en province. Et je me souviens l'avoir vu avec mon grand-père et qu'il avait rigolé pendant tout le film. Et moi, je devais avoir 12-13 ans. Et je me souviens de m'être déjà dit, ah tiens, il y a un truc qui est très jouissif, quel que soit l'âge qu'on a. C'est ça, et c'est exactement ce que vous dites dans ce film. Donc, j'ai oublié de rappeler le titre qui s'appelle À la recherche de l'âge d'or perdu. Et c'est très important ce terme-là d'âge d'or parce que c'est ce qui clôt un peu le film en parlant d'un certain cinéma, d'une certaine période de cinéma que Spielberg et Lucas voulaient retrouver, vous laisserez approprier. Est-ce que ce personnage-là, ces films-là, quand vous êtes passé à l'âge d'adulte, est-ce que c'est un personnage que vous avez essayé de... Enfin, vous reveniez souvent voir un peu ce qu'il était devenu par rapport aussi à vous, à votre évolution. Et puis surtout, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes intéressé et vous avez eu envie de questionner ce personnage à travers un film de cinéma? Tu veux que Bon, alors je vais Vas-y, Antoine. Indiana Jones, de toute façon, je pense qu'il fait complètement partie de nous, de notre culture à tous. C'est sa grande force, hein, donc il est tout le temps présent parce qu'en réalité, il nous accompagne dans toutes les étapes de notre vie, parce que il suffit qu'on ait un an, par exemple, le jour où on a eu des enfants, moi, pour le cas, j'ai eu un petit garçon. Évidemment, Indiana Jones faisait partie des premiers personnages dont je lui ai parlé, c'est-à-dire que c'est une référence qui est tellement forte qu'on s'intéresse à lui. En même temps, on l'a vu vieillir. Et c'est vrai que ce qu'il est devenu, notamment dans le 4e volet, nous intéressait un petit peu moins. C'est-à-dire qu'il y a moi, on est dans cette génération qui avons grandi avec lui. Puis quand on était de grands ados, voire de jeunes adultes, il y a eu ce film 4 où on était peut-être un petit peu moins intéressés. Donc je pense qu'on y revient à l'âge adulte par le biais de nos enfants, parce que aussi on redécouvre un petit peu les icônes qui nous ont nourris. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans notre collaboration cinématographique avec Clélia, c'est que à chaque fois qu'on s'intéresse à un film, finalement, c'est presque une déclaration d'amour. On n'a pas envie de parler de personnages ou de films ou en tout cas de choses qui nous ont pas personnellement touchés.
Et c'est vrai que c'est le producteur qui nous a approchés pour Indiana Jones parce qu'il y avait un anniversaire, que lui-même était un grand fan, et on a sauté sur l'occasion pour exprimer à Harrison Ford toute notre admiration et tout notre amour par rapport à ce que ce personnage nous a apporté. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai que la dimension aussi de reprise de motifs du cinéma hollywoodien, parce que notre documentaire est construit là-dessus, sur en fait les emprunts qui ont pu être faits au grand cinéma classique. Pour nous, c'était un grand attrait de pouvoir, c'était dès le début présent dans le projet du producteur, et on l'a, nous, arrangé à notre sauce, mais c'était un grand attrait de pouvoir comme ça brasser une histoire du cinéma américain qui soit plus vaste que Indiana Jones lui-même comme phénomène pop, de comprendre qu'il avait des racines assez anciennes dans l'histoire du cinéma américain et dans l'enfance de ses créateurs, Spielberg et Lucas, qui essayaient de rechercher quelque chose qui les avait émerveillés dans leur enfance. Mais Pardon. Non, c'est moi, je vous en prie, allez-y. Ce que je rebondis juste sur ce que dit Clélia pour dire effectivement, il y avait aussi cette dimension où on est tous les deux des grands fans de George Lucas et de Steven Spielberg pour plein de raisons, et que voilà, à travers Indiana Jones, c'était aussi l'occasion de s'intéresser à eux. Vous parliez d'amour vis-à-vis de ce personnage-là, mais est-ce que quand vous avez conçu ce film 2020, est-ce que les preuves d'amour que vous donnez ce personnage-là, est-ce qu'elles étaient encore tenaces? C'est-à-dire lui, la manière, c'est-à-dire que nous, est-ce qu'on avait toujours le même ressenti, ou est-ce que oui, est-ce que parfois il se peut qu'un personnage qu'on a aimé quand on était enfant, voire un peu adolescent, plus on évolue, plus on grandit, on trouve des choses autour de ce personnage. À un moment, vous parlez d'un cinéma un peu impérialiste en parlant du cinéma d'aventure qui a bercé Spielberg et Lucas, et vous dites, en gros, ça n'a pas forcément changé, mais c'est un peu différent. Et ça, c'est vrai que c'est un aspect très important, je trouve, et que vous... Alors, effectivement, voilà. nous, on n'a pas voulu rentrer dans le débat qui est celui d'aujourd'hui. C'est vrai que moi, j'ai en plus tendance à être très mesuré vis-à-vis du déboulonnage des statues, entre guillemets. Je pense qu'il ne faut pas renier en tout cas ce qui a construit notre culture, quel que soit le regard qu'on puisse porter dessus aujourd'hui, que ce soit même des films, on a parlé beaucoup d'Autant n'emporte le vent, ce genre de choses. Ce qui est évident, c'est que Indiana Jones est clairement ancré dans une histoire américaine et dans une manière de véhiculer des valeurs. Donc voilà, mais aussi avec tout le jeu et toute l'intelligence que Spielberg et Lucas mettent à revisiter un cinéma qu'ils comprennent parfaitement, qui était le cinéma des années 20, des années 30, des années 40, du cinéma d'aventure, qui pour le coup avait une dimension effectivement presque impérialiste, parce que l'Amérique était toujours le défenseur de la liberté et des valeurs universelles. Oui, et on trouvait que c'était bien de ne pas faire comme si ça n'existait pas, donc on le pointe, et c'est intéressant et c'est important et c'est sociétal, mais on ne voulait pas non plus condamner, on n'était pas là du tout pour ça, on était quand même là pour montrer les choses, effectivement aussi sur la misogynie du personnage, voilà, sur le rôle des femmes, sans non plus enfoncer le clou, et c'est présent dans notre documentaire et c'est important que ça y soit. Mais voilà, c'est là parmi d'autres aspects de la figure. Comment vous avez travaillé la structure de ce documentaire pour vous attaquer à un personnage aussi important, vaste, parce que ce personnage-là, finalement, génère aussi d'autres thématiques, d'autres sujets de cinéma. C'est extrêmement vaste. C'est pratiquement toute l'histoire du cinéma américain. Ne serait-ce que Spielberg et Lucas, c'est une grosse partie de l'histoire du cinéma américain. Comment on s'attaque à un personnage aussi important, imposant? On discute, on a beaucoup discuté ensemble, on a essayé de dégager les aspects les plus importants, qui soient chronologiques ou thématiques, et ensuite on essaie de les organiser. Ça n'a pas toujours été simple. En montage, notamment, on a eu un peu de mal à tricoter les films classiques avec Indiana Jones. Et finalement, on a trouvé une façon de le faire pour que tout ce qu'on voulait qui rentre sans que ça fasse non plus indigeste.
Mais c'est un gros travail de réflexion, d'essayer des choses, et de savoir ce qu'on veut dire aussi, et de pas perdre de vue ce qu'on veut dire absolument. Je sais pas, Antoine, qu'est-ce que… Oui, c'est-à-dire que la difficulté de ce genre de projet, c'est de ne pas faire un dossier qui soit rébarbatif. Ni un catalogue, ni un film catalogue. Ni un catalogue. Donc, il faut réussir à ne pas faire un making-of, parce qu'il y en a d'autres qui ont été faits, puis souvent c'est quand même un peu pénible à regarder. Ne pas faire non plus un dossier comme il pourrait y avoir dans certains magazines spécialisés qui sont vraiment pour un peu les geeks de cinéma, parce que nous, on cherche aussi à intéresser le grand public. Donc, c'est effectivement de trouver entre ce qui nous semble incontournable en termes de thématique et puis ce qui nous a interpellés, trouver une architecture de film qui nous permette de raconter une histoire. Voilà, je crois qu'on a dans notre manière de travailler une vraie volonté de, en même temps de dire des choses, mais en même temps de divertir aussi. C'est-à-dire que si je vais regarder quelque chose sur Indiana Jones, c'est pas pour m'ennuyer pendant 50 minutes. Donc pour nous, il faut que le récit soit fluide, mais aussi qu'il y ait des rebondissements, que notre récit à nous soit rigolo, à des moments un peu plus graves, à des moments plus joyeux, à des moments avec des accélérations. Enfin, voilà, tout ça, c'est une sorte de formule qui est pas toujours simple à expliquer, mais sur laquelle on passe beaucoup de temps. Et je crois que c'est aussi ce qui nous plaît là-dedans, c'est de trouver notre chemin. Ouais, c'est vrai que l'aspect raconter une histoire plutôt que de faire quelque chose de trop théorique ou voilà, de trop cérébral, mais en incluant quand même des idées qui peuvent être tout à fait exigeantes, intelligentes, mais sans que ça se voit trop. C'est vraiment ce qui nous guide et ce qui nous motive, je pense. C'est un peu sur le modèle des grandes stories, ce qu'on appelle les grandes stories des magazines de la presse anglo-saxonne, où vraiment c'est au long cours, des longs textes qui nous racontent vraiment une histoire, qui nous font rentrer dans un univers et des personnages, comme si c'était vraiment de la fiction, sauf que ça n'en est pas. C'est un peu notre modèle narratif. Avec cette idée de raconter quelque chose aussi des époques dans lesquelles tout ça se situe. Et ben voilà. Et ben qu'est-ce que ça raconte alors ces trois films, dont surtout le premier, ça raconte quoi des années 80 aux États-Unis? Ça raconte, surtout à Hollywood, c'est un changement quand même. Le début des années 80, on sort d'une période du cinéma américain plus cérébrale, plus introspective avec le nouvel Hollywood. Et là, on entre dans la nouvelle décennie 80 avec un besoin de renouveau. Clairement, le mouvement précédent, c'est un peu, un peu amoindri. Et donc, Spielberg et Lucas, c'est les deux grandes figures qui vont un peu régénérer le cinéma hollywoodien de l'intérieur. Et donc, c'est vraiment, ça nous fait entrer dans le cinéma de divertissement qui sera le roi pendant toutes les années 80. C'est vraiment Indiana Jones, c'est la figure du divertissement dans tout ce qu'il peut avoir en plus d'un artisanat très bien fait, quoi, très efficace, très, très bien fait. Et pas du tout dans le cynisme envers le spectateur, en plus, avec une vraie sincérité de la part des deux créateurs, qui sont pas là non plus pour ne pas faire d'argent, on le sait, on est bien d'accord, mais je pense qu'il y a une vraie sincérité et que ça fait aussi le succès du film et de la figure. Quand tout à l'heure parlait d'impérialisme, en réalité, les années 80, donc on sort effectivement d'une décennie, celle des années 70, avec beaucoup de revendications sociales, même au cœur même des États-Unis, mais aussi vis-à-vis de la politique un peu étrangère américaine. Là, on revient sur un cinéma de rêve, qui était un peu le démarrage du cinéma américain, c'était vraiment l'idée de divertir le monde entier. Je crois que Spielberg et Lucas nous font rebasculer dans une ère comme celle-ci, avec une dimension supplémentaire qui est de s'adresser vraiment à tous et de ne plus négliger notamment la petite enfance. On va voir dans les années 80 vraiment l'émergence d'un cinéma. Dans les années 70, on avait vu vraiment la naissance d'un cinéma adolescent. On a fait d'ailleurs un film dessus avec Clélia. Les années 80, on revient à quelque chose de très, très, très familial, de très, très, très divertissant. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait d'impérialisme de la figure d'Indiana Jones, je pense que du point de vue de Lucas et Spielberg, c'est pas l'enjeu.
C'est-à-dire que c'est le regard qu'on pose aujourd'hui aussi sur Indiana Jones. Je pense qu'à l'époque, de leur point de vue, ils rendent hommage au cinéma de leur enfance, aux grandes figures du cinéma d'aventure, mais il n'y a pas forcément une conscience absolue qui est celle que nous, on peut lire dans les années 2020, avec les débats qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, comme le disait Clélia, vraiment, ce film-là nous fait rentrer dans une nouvelle ère qui est l'ère presque de l'orgasme cinématographique. Et on va le voir avec plein de films derrière, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va avoir une excitation à aller au cinéma parce que on a ce rythme, parce que on a ces histoires trépidantes qui, nous, en tout cas, nous ont bercé toute notre enfance et notre adolescence. C'est ce qu'on appelle le cinéma popcorn, quoi, aussi. Hein. C'est d'ailleurs, on l'a appelé comme ça dans le film. Ce que je voulais juste rajouter, c'est aussi que je me souviens quand on lisait les ouvrages sur la genèse de l'écriture, par exemple, du personnage, il y avait eu tout un tas de scénaristes qui se sont succédés, dont un, je crois que c'est Laurence Kasdan, qui voulait donner une dimension un peu plus complexe et sombre à Indiana Jones. Il lui avait créé un profil un peu plus complexe, un peu plus sombre, et vraiment Spielberg et Lucas lui avaient demandé de gommer tout ça. Ils voulaient une figure vraiment simple, qui soit facile à déchiffrer pour tout le monde et pour tous les âges. Donc ça, c'est important. C'est vrai que la décennie précédente, avec le cinéma de Nouvelle Hollywood, on avait aussi un cinéma destiné aux adultes, avec des figures d'adultes, torturés, qui avaient vraiment plein de problématiques existentielles. Et ça, ils voulaient pas du tout de ça pour Indiana Jones, Spielberg et Lucas. Ils voulaient un héros simple, un héros pas lisse, mais facile à décrypter d'entrée de jeu, quoi. Mais ce qui est assez incroyable, à un moment dans votre film, ça dure quelques secondes. Hein, c'est un simple plan que vous mettez comme ça. C'est pratiquement vers la fin. On reconnaît déjà la voix, c'est Coppola, qui dit un truc incroyable en parlant de Lucas. Quand on connaît un peu son histoire, on sait que Coppola, c'était un peu le mentor de Lucas, et qui dit un truc en disant on a raté quelque chose avec Lucas, on a raté des films, il aurait pu faire des films. Et c'est très très dur cette phrase, et en même temps elle est très belle et très émouvante, et on ne peut pas ne pas l'oublier. Parce que c'est vrai que lorsqu'on connaît la première partie, enfin, ces deux cinéastes, Spielberg et Lucas, c'est vraiment maintenant, vous avez raison Antoine, aujourd'hui en 2021, celui qui vous dit ça, c'est pas un aficionados du cinéma de Spielberg, mais par contre, sa filmographie est fascinante maintenant aujourd'hui. Quand on commence à se poser et à voir un peu tous les films qu'il a pu réaliser. 1941, c'est un extraterrestre, c'est un film extraordinaire. Et c'est vrai que en voyant votre film, moi personnellement, ça m'a donné envie de me poser un petit peu et de reconsidérer tout cela, même aussi la filmo de Lucas, et surtout grâce à ce plan où l'on voit Coppola dire avec une espèce de... Enfin, ce qu'il dit est intéressant parce qu'en même temps, il dit en gros... il le dit pas, mais en gros, il explique plus ou moins qu'il s'est passé un truc qui a fait que ils ne se sont pas donné corps et âme pour le cinéma comme ils auraient dû, comme ils ont peut-être commencé à faire. Et il y a que Coppola qui a le droit de dire ça parce que c'est Coppola en même temps. Et j'ai du mal à le dire, mais c'est très émouvant. Ce petit plan est très 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 émouvant parce que c'est vrai que quand on voit THX de Lucas, le premier film, même American Graffiti, qui est pas mauvais, qui est très intéressant, et quand on voit ensuite ce qui s'est passé, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Et puis même Spielberg, après, il fait des films vraiment très particuliers aussi, où il passe à autre chose, une autre étape de sa vie. Il y a une transition. Je crois que il avait dit, il fallait faire 1941 pour que je puisse faire ensuite les précédents films. Et je pense qu'il fallait faire Indiana Jones pour qu'il puisse ensuite faire La Couleur pourpre, La liste de Schindler, etc. Voilà, c'est rebondir sur c'est pas une question, mais c'est vraiment le plan de Coppola est assez incroyable. Oui, ouais. C'est vrai que, Coppola, on y tenait à mettre ça parce que c'est assez vertigineux. C'est vrai qu'on relit, quand on écoute ce qu'il dit, on relit la carrière de Lucas de manière vraiment tout à fait différente. Mais il a fait le choix de pas être du côté de l'artiste comme Coppola l'a fait, avec beaucoup de problèmes vis-à-vis des studios et des films magnifiques, mais quand même, des problèmes. Mais moi, je trouve que sur Spielberg, par contre, on n'a pas du tout le même sentiment. Je veux dire, aujourd'hui, on a l'impression que Spielberg, il a eu exactement le parcours qu'il voulait avoir, avec des films très commerciaux, très mainstream, et une autre partie de sa carrière
plus complexes, surtout à partir du début des années 2000, à partir de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, enfin voilà, aujourd'hui, plus personne ne dit que Spielberg est un cinéaste popcorn. Enfin, je pense que tout le monde a bien compris que Spielberg, il a une vraie vision d'auteur. Et en fait, je pense que ce que Coppola nous dit, c'est que Lucas aussi l'avait et qu'il a juste choisi, un autre embranchement. Et c'est pas grave. Je pense que je suis pas sûre que Lucas lui le regrette. Quand Coppola le dit, moi, ça me fait toujours penser un peu justement au cinéma de Lucas et à Star Wars. C'est-à-dire qu'il y a le côté obscur. De quel côté on bascule? Et c'est vrai que quand Coppola dit ça, on se dit, bah tiens, voilà, finalement, il a basculé du côté de l'Empire, c'est-à-dire des énormes machines hollywoodiennes, des studios, de l'industrie, alors qu'au départ, effectivement, c'était un cinéaste du nouvel Hollywood qui aurait pu faire un cinéma beaucoup plus intimiste. Ouais, et un fou de cinéma, c'était voilà. Toute la petite bande, c'était des fous de cinéma. Scorsese, De Palma, Spielberg, Lucas, Coppola, ils étaient tous amis et ils se montraient tous leurs films. Et moi, je trouve ça passionnant de voir les parcours différents des uns et des autres. C'est assez beau, c'est comme une bande d'amis au lycée. Après, et tout le monde fait des choses différentes. Et eux, à l'échelle du cinéma hollywoodien, chacun a imprimé sa marque d'une façon très singulière et très personnelle. Et ça, moi, je trouve ça super beau. Et du côté de Spielberg, mon sentiment, peut-être que je me trompe, mais c'est que finalement, Spielberg, c'est un incroyable faiseur. Et on aurait pu penser que ça resterait voilà, un type qui était capable de s'emparer comme ça de sujets et puis de faire des films qui avaient du suspense, qui étaient très divertissants, etc. Mais comme l'a dit très clairement Clélia, c'est-à-dire que finalement, on se rend compte que derrière cette incroyable capacité à raconter une histoire de cinéma, il y a un véritable auteur avec une vraie sensibilité et que même s'il a su partir dans beaucoup de directions différentes, il y a quand même toujours voilà, une sensibilité, quelque chose de très personnel dans son cinéma. Un faiseur, c'est un peu péjoratif, Antoine, non, justement. Oui, je sais, mais justement, ce que je dis, c'est que... Oui. On croyait que c'est un faiseur et on se rend compte que c'est un auteur. Voilà, exactement. Exactement. Et d'ailleurs, lui-même, quand il parle à un moment voilà, il dit, moi, je ne suis pas Bergman. C'est génial. Ce moment est génial. Il n'y a pas forcément autant de choses à raconter. Ça prouve que lui-même est dans une fragilité vis-à-vis de sa carrière, vis-à-vis de ses choix artistiques, etc. Mais, bien évidemment, il a dépassé ça et que c'est un artiste et c'est un auteur formidable. Et même, Pardon, excusez-moi, je vous en prie. Non, mais juste pour revenir à Spielberg, un de ses plus grands succès intergalactiques, E.T., E.T., c'est un film très personnel pour Spielberg. C'est là où on reconnaît un auteur. C'est qu'en fait, Spielberg, il l'a souvent dit après, c'est qu'il y a beaucoup de choses de son enfance qui sont dans ses films. Et E.T., par exemple, pour lui, c'est un film sur le divorce de ses parents. Il y a cette mère qui est toute seule, qui n'arrive pas à gérer les 3 enfants et il y en a un des 3 qui s'invente un ami imaginaire pour aussi pallier l'absence du père. Et E.T., c'est ça, et c'est très sensible et très émouvant. On peut le voir de plein de façons différentes. Alors, juste une dernière question, juste de rappel, donc, à la recherche de l'âge d'or perdu se trouve sur le site d'Arte et que c'est disponible jusqu'au 13 juillet, mais vous pouvez aussi trouver sur un lien YouTube. Dernière question, vous l'avez un peu évoqué au début de cet entretien. En 2008, il réalise Indiana Jones, le royaume du temple du crâne du cristal, voilà. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est annoncé en 2022. C'est sûr maintenant. Il y a des photos et puis Harrison Ford se serait blessé pendant le tournage et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que dans votre film, vous le dites bien, c'est clair, c'est que c'est lié à une certaine période et c'est en cela aussi que ça peut fonctionner. Il y a quelque chose. Là aujourd'hui, et il le dit très bien Spielberg quand il raconte la genèse du 4, c'est que ils arrivent après une flopée de films qui ont été construits là-dessus et qui sont juste parfois assez incroyables comme Matrix. Il le cite dans le film. Et là aujourd'hui en 2022, on se pose la question qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est? Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Au début, moi, je m'en fichais un petit peu, les premières annonces. Ensuite, je trouve que c'est toujours intéressant de voir vieillir nos héros. De toute manière, voilà.
Donc là, comme en plus c'est James Mangold qui finalement réalise le film, et que moi c'est un cinéaste que j'aime beaucoup et qui est très bon sur justement le vieillissement des icônes, qui avait employé par exemple Stallone dans Copland en le faisant grossir, en faisant un shérif un peu sourd, un peu loser, que tout le monde méprise, pour un rôle magnifique, ou en prenant Wolverine et pareil en le faisant vieillir, en lui donnant tout un tas de problèmes et tout. Je me dis que ça peut être très intéressant, que ce soit plus Spielberg pour une fois, justement, et que quelqu'un d'autre nous montre comment ce héros peut vieillir. Finalement, je suis assez curieuse. Ouais, de mon côté, je pense de toute façon que Harrison Ford est encore là. Je pense que on n'est pas encore mûr pour que Indiana Jones soit remplacé par un autre acteur. Donc là, ça va être un peu certainement la dernière danse. Je pense pas. En tout cas, moi, j'imagine pas que le personnage d'Indiana Jones mourra avec Harrison Ford. Donc voilà, il sera certainement amené à être une franchise et puis racheté par Disney. Voilà, c'est assez évident. Moi, je suis très curieux. J'ai pas d'a priori parce que je vois effectivement, on parlait de Stallone à l'instant. Quand on voit la saga des Rocky, par exemple, ça a été un peu la même chose. C'est-à-dire que Rocky, ça correspondait aussi à une période. Et puis à un moment, voilà, ça s'est un petit peu fatigué. C'était moins en adéquation avec nous. Et puis finalement, la franchise se réinvente. Et aujourd'hui, à nouveau, les films sont plutôt pas mal. Et puis ce personnage qui nous agaçait, soit pour lequel on avait moins d'intérêt, ben finalement aujourd'hui il est devenu très touchant dans ces nouveaux films. Donc voilà, moi j'attends qu'Hollywood nous étonne à nouveau, parce qu'ils ont quand même toujours une capacité à faire renaître comme ça des grandes icônes. On l'a vu sur quand même pas mal de personnages, donc j'attends de voir. Eh ben, on attend 2022. Merci beaucoup. Je rappelle donc Indiana Jones à la recherche de l'âge d'or perdu, disponible sur Arte. Merci beaucoup Cléa Cohen, Antoine Cossin d'avoir accepté cet entretien. Et je sais qu'il y a un film en devenir, enfin il y a un film qui est fait, ça, qui est disponible. Alors, vous avez réalisé, Cléa, c'est sur Emmanuel. Donc oui, voilà. Ce soir, enfin. C'est intéressant, ça aussi, on verra ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, et je vous souhaite une agréable journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.